Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors imaginez ça. Un gars est assis dans son camion, en train de manger un burrito pendant sa pause déjeuner, tranquillement, sans se mêler de rien et une seule story Instagram détruit complètement la vie qu'il pensait avoir. Pas un petit choc. Une démolition totale. On parle d'une femme qui l'a regardé droit dans les yeux, lui a dit « J'ai juste besoin de temps seul pour respirer, bébé », puis est allé très bien respirer, chez son ex. Pendant plusieurs jours. Pendant que lui, il était compréhensif, attentionné et sincèrement patient, comme un parfait naïf. Et le meilleur dans tout ça, quand elle a décidé que la récréation était terminée et qu'elle a tenté de revenir comme si de rien n'était gros, il avait une petite surprise qui l'attendait. Enfin, plusieurs surprises. Certaines financières. D'autres juridiques. Et certaines impliquant un bol de céréales et une caméra de sonnette. Ouais, restez bien là. Vous devez absolument entendre comment cette histoire s'est terminée. Ma fiancée a disparu après avoir dit qu'elle avait besoin d'espace pour décompresser. Puis j'ai vu sa story Instagram. Elle était chez son ex. Je n'ai pas réagi. Quand elle m'a écrit « Je rentre à la maison », je lui ai envoyé une réponse à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Je m'appelle Kai, 31 ans. J'étais assis dans mon camion pendant ma pause déjeuner, en train de manger un burrito et de faire défiler Instagram. Un jeudi après-midi comme les autres, rien de spécial. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Kelsey a publié une photo de groupe prise dans un restaurant du centre-ville. 8 personnes entassées dans une banquette, avec des boissons sur toute la table. Et là, il y avait Miley, ma fiancée, assise à côté de son ex-petit ami Bruno. Le gars avec qui elle est sortie pendant 3 ans avant moi. Celui avec qui elle était censée avoir rompu en bons termes et qu'elle ne voulait plus revoir parce que ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Elle portait le bracelet que je lui avais offert à Noël. Celui avec les 3 petits diamants qui m'avaient coûté 1 semaine et demie d'heures supplémentaires. Elle riait, la tête en arrière, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. Bruno ne la touchait pas sur la photo, mais ils étaient assis assez près pour que son épaule touche la sienne. Très proche. N'importe qui aurait pensé qu'ils étaient ensemble. La légende de Kelsey disait « Retrouvailles du groupe, ça fait quelque chose ». Ces visages m'avaient manqué. Ambiance du jeudi. Santé, les amis. Mes mains sont devenues engourdies. C'était le 6e jour de sa soi-disant pause. 6 jours depuis qu'elle est partie en disant qu'elle avait désespérément besoin de temps seul pour décompresser du stress du travail et de la pression du mariage. 6 jours depuis qu'elle m'a embrassé sur la joue en promettant qu'on s'écrirait tous les jours pour rester connectés. Moi, j'étais un partenaire compréhensif, pendant qu'elle faisait apparemment ça avec son ex. Je ne vais pas mentir, j'ai paniqué. Je l'ai appelé immédiatement. Ça a sonné 2 fois avant de tomber sur la messagerie. Ce malaise dans mon ventre s'est aggravé. J'ai ouvert ma conversation avec Kelsey. On n'était pas proches, mais on avait déjà déjeuné ensemble quelques fois. Je lui ai envoyé un message simple pour lui demander où la photo avait été prise. Elle m'a répondu en moins d'1 minute. « Oh, Kai, elle ne t'a pas dit ?»« Oui, elle loge chez Bruno depuis lundi. »« Je pensais que tu le savais. » Depuis lundi. C'était le 3e jour. Le jour où ces messages sont passés de paragraphes à 3 mots. Le jour où elle m'a dit que son téléphone fonctionnait mal et qu'elle ne pourrait peut-être pas beaucoup répondre. Bien sûr. Je suis resté assis dans mon camion à fixer ces mots. Puis j'ai ouvert notre compte téléphonique partagé sur mon ordinateur du travail. Elle était en ligne en permanence. L'Instagram, Facebook, Snapchat, e-message, juste pas avec moi. Puis, à 2 heures du matin, après que je l'ai appelée 9 fois sans réponse, elle a enfin répondu « On peut parler demain ». Je suis épuisé, je vais me coucher. Épuisé. Bien sûr. Je lui ai répondu immédiatement qu'on devait parler maintenant. Elle a laissé mon message en « Vu » pendant 20 minutes. Puis elle a envoyé un long message expliquant qu'elle avait croisé Bruno par hasard dans un café, qu'elle dormait dans sa chambre d'amis parce que c'était plus simple qu'un Airbnb, et qu'il ne s'était absolument rien passé entre eux. Évidemment. Et j'imagine qu'ils parlaient de la météo tous les soirs avant d'aller dans leur chambre séparée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Avant de continuer, laissez-moi vous donner le contexte complet. Je suis avec Miley depuis 5 ans, fiancée depuis 10 mois. Notre relation n'était pas faite de feux d'artifice et de poésie, mais elle était bien. Du moins, c'est ce que je croyais. On arrête de se demander si l'autre est engagé quand la réponse semble évidente. Il s'avère que cette évidence ne l'était que pour l'un de nous. 4 semaines avant qu'elle demande sa pause, nous avions versé un acompte pour une maison. Une jolie maison de plein pied avec 3 chambres dans un quartier correct, à 20 minutes de mon travail. Bien mieux que notre petit appartement. J'ai mis 52 000 $ d'acompte. De l'argent pour lequel je me suis battu depuis mes 23 ans. Semaine de 50 heures au centre de distribution, 0 vacances, la même vieille Silverado pendant 9 ans. J'ai pris des heures supplémentaires pendant les fêtes, quand tout le monde était en famille. J'ai travaillé avec une blessure à l'épaule qui aurait dû m'arrêter 6 semaines. J'ai refusé un voyage de pêche en Alaska avec mes amis parce que 2 800 $ aurait retardé mes économies. Chaque dollar représentait un sacrifice. Miley a contribué à hauteur de 9 500 $. Je n'ai pas fait de remarques. On construisait quelque chose ensemble. C'est ce que je me répétais. Le mariage était prévu début juillet. Tout était réservé, lieu, traiteur, photographe, DJ, invitation prête. Ses parents ont donné environ 8 000 $. J'ai payé environ 14 000 $. Mes parents ont ajouté 3 000 $. On était profondément engagés. Tout semblait enfin se mettre en place. J'avais été promu chef d'équipe avec une augmentation. Miley était devenue chef de projet senior dans son agence marketing.
On parlait d'adopter un chien après la lune de miel. Peut-être des enfants dans 1 an ou 2. Une vie normale. Puis, il y a 1 mois, elle est rentrée complètement épuisée. Elle a posé son sac d'ordinateur et est restée là, vidée. Je réchauffais des restes de pizza. Elle m'a dit qu'on devait parler. Jamais bon signe. Sa voix était plate. Elle disait être épuisée. Le travail était infernal avec 3 gros clients. Le mariage devenait étouffant avec sa mère changeant d'avis sans arrêt et ses demoiselles d'honneur qui se disputaient. Elle disait ne plus pouvoir respirer et avoir besoin de 5 ou 6 jours seule pour se ressourcer. Peut-être louer un Airbnb tranquille. Et honnêtement, elle avait l'air à bout. Mais il s'avère qu'elle avait besoin d'espace loin du stress du mariage, tout en trouvant l'énergie pour les restaurants et son ex. Quand je lui ai demandé si nous allions bien, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que bien sûr, elle m'aimait énormément. Elle avait juste besoin de cette pause temporaire pour remettre ses idées en place. Elle m'envoyait des messages tous les jours. Ça ne parlait même pas de nous. Je ne voulais pas être ce type possessif qui ramène tout à lui alors que sa partenaire traverse réellement une période difficile. Alors je lui ai dit de prendre tout le temps dont elle avait besoin. Et je le pensais. J'aurais dû demander plus de détails à la place. On apprend de ses erreurs. Elle est partie le lendemain matin avec une valise à roulettes et son sac d'ordinateur. Elle m'a embrassé pour dire au revoir. Elle a dit qu'elle serait de retour au plus tard le week-end suivant. Jour 1, elle m'a écrit vers l'heure du déjeuner pour me dire qu'elle avait trouvé une petite location près du lac et qu'elle se sentait déjà plus détendue. Jour 2, elle a envoyé une photo du coucher de soleil sur l'eau, disant qu'elle avait fait une longue promenade et qu'elle se sentait déjà mieux. Jour 3, un seul message à 22 h, disant que son téléphone buguait et qu'elle ne serait peut-être pas très réactive. Jour 4, rien jusqu'à presque minuit. 4 mots sur sa batterie déchargée. Jour 5, silence radio total. Jour 6, le post Instagram qui a détruit tout mon monde. La chronologie ressemble à un guide pour tromper et mentir en même temps. Je n'ai pas répondu tout de suite à son message disant qu'elle était épuisée. J'étais trop en colère pour réfléchir correctement. Alors j'ai attendu le matin. Je me suis préparé des œufs et des toasts, j'ai pris une longue douche, et j'ai remis de l'ordre dans mes idées. À 8 h, j'avais mon plan. Je lui ai répondu en lui disant de prendre tout le temps dont elle avait besoin et de me prévenir quand elle serait prête à parler. Elle a répondu en moins de 90 secondes pour me remercier d'être si compréhensif, en disant qu'elle m'aimait. Je l'ai laissé en vue. Je l'ai laissé croire que j'étais la personne raisonnable. Puis je suis allé travailler. Mon premier appel a été pour Matt, un ami du lycée qui avait obtenu sa licence immobilière il y a 5 ans. Je lui ai tout raconté. La pause, Bruno, les mensonges, le post Instagram, tout. Il m'a écouté sans interrompre une seule fois. Quand j'ai terminé, il a dit 2 mots, part. Il m'a expliqué que nous étions encore dans la période de clause d'inspection. Dans notre état, la plupart des contrats donnent 17 jours pour les inspections, et on peut se retirer pour pratiquement n'importe quelle raison pendant cette période. À compte intégral remboursé. On était au jour 14. J'ai commencé les démarches dans l'heure, contacté l'agent du vendeur, expliqué que j'exerçais mon droit de résilier pour raisons personnelles, et demandé officiellement le remboursement de la compte. L'agent n'était pas contente, mais légalement elle ne pouvait rien faire. Matt m'a guidé à chaque étape, s'assurant que je documentais tout, que je prenais des captures d'écran du contrat montrant la clause, que je sauvegardais chaque email. Il avait vu assez de ventes échouées à cause de drames relationnels pour savoir exactement comment me protéger. Les meilleurs 52 000 $ que je n'ai jamais dépensés. Ensuite, j'ai appelé ma banque. Ces 52 000 $ étaient sur notre compte épargne commun, celui qu'on avait ouvert il y a 3 ans pour la maison. J'ai demandé à supprimer mon accès et à transférer ma part vers un compte individuel immédiatement. La directrice de la banque m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit absolument. Elle a essayé de me proposer des alternatives, comme limiter l'accès au lieu de tout séparer. J'ai coupé court. Je lui ai dit que ma fiancée me trompait et que je devais protéger mon argent avant qu'elle ne puisse y toucher. Elle a hoché la tête et dit qu'elle traiterait ça comme une séparation d'urgence. Tout serait fait en 2 heures. L'argent était transféré avant la fin de la journée. 52 000 $, sécurisé. D'accord, pause. Juste ici. Tout le monde qui regarde est probablement en train d'applaudir. Oui. Récupère ton argent. Bien joué. Et honnêtement, oui. Se protéger financièrement était la bonne décision. Aucun débat là-dessus. Mais voici la vérité inconfortable. Ces 52 000 $, ce n'était pas juste des économies. Kai a littéralement travaillé avec une blessure à l'épaule qui aurait dû le mettre en arrêt médical. Il a renoncé à un voyage en Alaska avec ses amis. Il a sauté des vacances. Il a conduit le même camion pendant 9 ans. Chaque dollar sur ce compte représentait un sacrifice. Et Miley savait tout ça. Elle l'a vu faire tout ça. Elle l'a vu refuser des voyages, travailler pendant les fêtes, se tuer à la tâche pendant des années et elle a quand même choisi de faire ce qu'elle a fait. C'est ça, la partie qui fait vraiment mal à imaginer. Parce qu'elle n'a pas seulement trahi sa confiance. Elle a trahi chaque version de lui qui s'est épuisée à construire quelque chose qu'ils pensaient qu'ils construisaient ensemble. Il ne protégeait pas juste de l'argent. Il protégeait la preuve que ses sacrifices avaient réellement un sens. Et ça, c'est une autre forme de douleur. Maintenant, retour à l'auteur du post. Elle avait toujours accès au compte commun, mais seulement à ses 9 500 $. Ensuite, j'ai changé les serrures de l'appartement. Le bail était à mon nom. Elle avait emménagé il y a 3 ans, mais on ne l'avait jamais ajouté officiellement. Techniquement, elle était juste une occupante. J'ai appelé mon propriétaire, expliqué qu'on se séparait, demandé si je pouvais changer les serrures.
Il a dit oui tant qu'il avait une copie de la clé. Le propriétaire, Ed, avait lui-même vécu un divorce. Quand je lui ai expliqué la situation, il a proposé de m'aider. Il avait des serrures de rechange dans son garage. On s'est retrouvés le soir même. Il a apporté sa perceuse et un nouveau verrou encore emballé. Il nous a fallu environ 40 minutes pour tout changer. Puis j'ai attendu. Elle ne m'a pas écrit pendant 5 jours. 5 jours de silence total. Je suis allé travailler, je suis rentré, j'ai mangé, regardé la télé, dormi. Ma routine n'a pas changé, sauf pour le grand vide qu'elle avait laissé. Et ce vide était en réalité assez paisible. Le 6e jour, elle a envoyé « Salut bébé, je suis prête à rentrer. On peut parler ce soir ?» Bien sûr, ai-je répondu. Elle a dit 18h30. Ça me laissait toute l'après-midi. Je l'ai passé à emballer ses affaires. Produits de salle de bain, livres, bijoux, tout le bazar accumulé en 3 ans. 8 cartons au total. Je les ai empilés près de la porte d'entrée. Elle est arrivée à 18h47. Elle a frappé parce que sa clé ne fonctionnait plus. J'ai ouvert. Elle a vu les cartons immédiatement. Son visage est passé de confus à choqué, puis furieux en 3 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Entre. Non. C'est quoi ces cartons? Tes affaires. Elle s'est arrêtée. Pourquoi tu as emballé mes affaires? Tu te moques de moi. Alors je lui ai tout dit. J'ai annulé la maison, récupéré la compte, retiré mon argent du compte commun, changé les serrures. Terminé. Son visage est devenu pâle. Tu as fait quoi? Tu as entendu. Tu es fou? Mais je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé avec Bruno. Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Tu n'as jamais mentionné que ça impliquait de vivre chez Bruno pendant des jours. Tu as disparu pendant presque une semaine. Tu ne répondais plus à mes appels. Et maintenant tu t'attends à ce que j'accepte ça tranquillement? Oh mon Dieu, tu exagères. Tu es parano et contrôlant. Maintenant je n'ai plus le droit de passer du bon temps avec mes amis? Miley, quoi? Elle a craqué, ne pense même pas une seconde que je suis stupide. Elle s'est arrêtée de parler. Je l'ai fixé droit dans les yeux et j'ai continué. J'ai été patient et compréhensif, d'accord. Mais je ne suis pas stupide. Alors n'essaie même pas de me servir ce baratin. Elle m'a lancé un regard noir. Tu fais une énorme erreur. Les cartons sont prêts. Tu peux les prendre maintenant ou revenir demain. Mais tu ne restes plus ici. Elle a carrément ri. Tu ne peux pas me mettre dehors. J'habite ici aussi. Le bail est à mon nom, génie. Tu es une invitée qui a dépassé la durée de son accueil. Son rire s'est éteint. Tu sais quoi? Tu es vraiment un salaud. Un salaud, très bien. Maintenant, pars, ai-je répondu froidement. Elle a attrapé 2 cartons, peinant à les porter. En sortant, elle a trébuché et est tombée. J'ai réussi à retenir mon rire. Elle s'est relevée en criant « Va te faire foutre », a repris les cartons et est partie sans un mot. J'ai fermé la porte et me suis servi un verre. 3 jours après avoir emporté ces 2 premiers cartons, mon téléphone a sonné. Ashley, la petite sœur de Miley. On s'entendait bien toutes ces années. Elle devait être demoiselle d'honneur. Elle m'avait même aidé à choisir la bague de fiançailles de Miley. Sa voix était tendue quand j'ai répondu. Elle m'a dit qu'elle devait me dire quelque chose, que Miley la tuerait pour ça, mais que je méritais de connaître la vérité. Ma poitrine s'est serrée. Je lui ai dit de parler. Elle a couché avec lui. Avec Bruno. Plusieurs fois. Ça a commencé dès la 2e nuit et ça a continué. Elle l'avait avoué à Ashley 3 jours plus tôt en lui demandant de garder le secret. Mais Ashley ne pouvait pas rester là à regarder sa sœur me faire ça. J'ai eu l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Je m'en doutais, évidemment. Mais l'entendre confirmer, c'était différent. Elle a continué. Miley envoyait des messages à Bruno depuis plus d'1 mois. Tout avait commencé après l'avoir croisé dans un café. Ashley avait vu les messages sur l'ordinateur portable de Miley. De longues conversations. Des discussions tard le soir. Miley se plaignait du stress du mariage et Bruno lui disait qu'il serait là pour elle. Le schéma classique. Elle m'a donné plus de détails. Miley supprimait les messages de son téléphone, mais tout était sauvegardé automatiquement sur son ordinateur. Elle n'avait pas réalisé que les messages y restaient visibles. Ashley utilisait l'ordinateur pour consulter ses mails pendant que Miley était sous la douche et elle a tout vu. Des centaines de messages sur 5 semaines. Bruno lui disant qu'elle méritait mieux. Miley disant que je ne la comprenais plus. Lui disant qu'il regrettait toujours de l'avoir laissée partir. Et elle, qui tombait dans le panneau. D'accord, attendez. Je dois m'arrêter une seconde ici. Peut-être que c'est le moment de l'histoire où la plupart des gens se contentent de dire « quelle horrible personne » et passent à autre chose. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Pas encore. Miley avait 29 ans.
Elle était fiancée. Elle avait une carrière. Selon tous les critères, elle avait une vie bien en place. Et malgré ça, elle a tout détruit. Pas seulement la vie de Kai. La sienne aussi. Pour un gars qui ne savait même pas qu'elle était réellement fiancée. Ce n'est pas juste de la tromperie. C'est quelqu'un qui était profondément malheureux et qui n'avait absolument aucune idée de comment l'exprimer comme un adulte. Est-ce que je la défends? Non. Ce qu'elle a fait était cruel. Point final. Mais voici la vérité dérangeante. Kai a envoyé ce message, je vois déjà quelqu'un, en sachant que ce n'était pas vrai. Et je comprends. Vraiment. Mais on n'envoie pas ce genre de message quand on est totalement détaché. On l'envoie parce qu'on souffre encore et qu'on veut que l'autre souffre un peu aussi. Et puis elle a appelé 23 fois. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la panique déguisée en amour. Mais l'appel de Bruno, c'est ça qui devrait vraiment vous inquiéter. Elle n'a pas seulement trompé Kai. Elle l'a complètement réécrit dans l'esprit de quelqu'un d'autre pour justifier ses actes. Et ça, c'est un tout autre niveau. Bon, revenons à l'auteur du post. Au bout de 2 semaines, les messages sont devenus plus explicites. Il planifiait de se voir. Parlait de combien il s'était manqué physiquement. Miley me mentait en disant qu'elle travaillait tard, alors qu'elle allait prendre un café avec lui. 3 fois avant même de demander ça, pause. Tout était planifié depuis le début. Je l'ai remerciée. Elle s'est excusée, disant que Miley avait perdu la meilleure chose qu'elle ait jamais eue. Puis on a raccroché. Je suis resté là, à tout encaisser. Une partie de moi voulait tout casser. Une autre était juste épuisée. Mais surtout, je me sentais confirmé dans ce que je pensais. J'avais raison. Ce soir-là, Miley m'a écrit pour qu'on se voie. Elle s'est excusée d'avoir exagéré, a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle me devait des explications, qu'elle voulait tout clarifier. J'ai accepté. On s'est retrouvés dans un parc près de notre ancien appartement. Endroit public. Caméra. Témoin. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard, l'air d'avoir dormi dans sa voiture. Elle a commencé à parler tout de suite. Elle disait savoir qu'elle m'avait blessé, mais que je devais comprendre son point de vue. Revoir Bruno avait réveillé des sentiments qu'elle pensait morts. Mais ce n'était pas de vrais sentiments. Juste de la nostalgie et du stress. Moi, j'étais son avenir. Celui avec qui elle voulait construire une vie. On pouvait surmonter ça. Je lui ai posé la question directement, tu as couché avec lui? Elle a hésité. 1 seconde. Mais j'ai vu la réponse dans ses yeux. Elle a dit non. Juré sur tout. Rien de physique. Juste parler et traîner ensemble. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit qu'Ashley m'avait déjà tout raconté, donc elle pouvait arrêter de jouer la comédie. Son visage a changé instantanément. Ashley t'a dit quoi? Sa voix était différente maintenant. Je lui ai dit tout. Qu'elle couchait avec Bruno depuis la 2e nuit. Qu'elle lui parlait depuis 1 mois. Que tout était planifié. Elle n'a même pas nié. À la place, elle s'est raidiée et a dit qu'Ashley n'avait pas le droit de me dire ça. Que ça ne me regardait pas. Que je dramatisais une simple mauvaise passe. Oui, comme si tromper était juste un petit problème. Je lui ai dit que c'était fini. Définitivement. Elle a changé de stratégie immédiatement. Elle a dit que Bruno ne signifiait rien. Que c'était juste physique. Qu'elle avait fait une erreur. Que les mariages reposaient sur le pardon. Que je jetais 5 ans pour rien. Je l'ai corrigé. Tu as jeté 5 ans. Moi, j'accepte juste la réalité. C'est là que le masque est tombé. Tu sais quoi? Très bien. De toute façon, tu es ennuyeux. Notre relation était morte depuis plus d'1 an. Bruno me fait me sentir vivante. Silence. Je me suis levé. Parfait. Alors profite de te sentir vivante, pour toujours. Puis je suis parti. Elle est restée figée, a essayé de revenir sur ses mots. Attends, Kai, je ne pensais pas ça, je suis juste énervé, ça suffit, Miley. Tais-toi. Je l'ai laissée là, seule. Et là, les choses sont devenues intéressantes. Le lendemain matin, la mère de Miley, Eileen, m'a appelé. Sa voix était froide. Elle a dit qu'on devait parler des frais du mariage. Que sa famille avait investi près de 8 000 $ et qu'il s'attendait à être remboursé puisque c'était moi qui mettais fin à la relation. Je lui ai dit que c'était Miley qui avait trompé. C'est elle qui avait créé ce chaos. Eileen a répondu que ça, c'était entre Miley et moi, mais que les acomptes étaient une question financière. Son mari, Steve, avait consulté leur avocat et ils étaient prêts à engager des poursuites. Je lui ai dit de faire ce qu'elle voulait, puis j'ai raccroché. Au cours de la semaine suivante, elle a laissé 3 messages vocaux de plus en plus agressifs et envoyé 2 emails exigeant un détail précis de chaque paiement au prestataire. Elle menaçait de saisir le tribunal des petites créances, me traitait d'égoïste et de rancunier. J'ai tout transféré à un ami avocat.
Il m'a dit qu'il n'avait aucune base légale. Les acomptes étaient des cadeaux pour un mariage qui n'a finalement pas eu lieu. Il ne pouvait pas exiger un remboursement. Il a rédigé une réponse officielle que j'ai envoyée à Eileen. Elle m'a rappelé en hurlant que j'avais manipulé sa fille et que je gardais de l'argent qui leur appartenait. J'ai raccroché au bout de 30 secondes. Steve, lui, a envoyé un email calme en parlant d'agir en adulte raisonnable et de mettre en place un plan de remboursement. J'ai répondu une seule fois, votre fille a trompé et menti. Elle a créé cette situation. Je ne rembourse pas des cadeaux parce que Miley n'a pas su respecter ses engagements. Eileen a tenté une dernière manœuvre. Elle a laissé un avis d'1 étoile sur la page Facebook de mon travail en disant que j'étais un escroc. Mon patron m'a appelé pour savoir ce qui se passait. Je lui ai tout expliqué. Il a supprimé l'avis et m'a dit de le prévenir si elle allait plus loin. Elle ne l'a pas fait. Pendant ce temps, les prestataires ont été impitoyables. On avait versé des acomptes des mois à l'avance, et la plupart n'étaient pas remboursables à moins de 90 jours de l'événement. On était à 68 jours quand j'ai tout annulé. La salle a gardé mes $3 500 ainsi que les $3 800 versés par Eileen et Steve. Perdu définitivement. Le photographe m'a remboursé la moitié des $1 800 que j'avais payés. Le DJ a gardé les 9 cents $. Le traiteur a gardé 70% des $2 400 que j'avais payés, soit $1 680. Ses parents avaient aussi contribué à hauteur de $1 200. Tout perdu. Le fleuriste a tout gardé également, environ $1 600 de ma part et 8 cents de la leur. J'ai passé tout un après-midi à appeler chaque prestataire. Toujours la même conversation. La plupart étaient compréhensifs, mais les affaires restent les affaires. Le photographe a même proposé de m'offrir une séance photo solo pour m'aider à tourner la page. J'ai refusé, mais j'ai apprécié le geste. Au total, les pertes combinées s'élevaient à environ $13 000. Ma part, environ $8 600. De l'argent dépensé pour rien, à part une leçon sur l'importance de lire les contrats. Et un rappel que tromper coûte à tout le monde. Miley a commencé à raconter sa version des faits à nos amis en commun. Elle disait que j'étais émotionnellement distant depuis des mois, que j'avais refusé de travailler sur notre relation, qu'elle avait fait une seule erreur, et que je l'avais immédiatement abandonnée au lieu d'essayer de réparer les choses. Certains l'ont cru. Ceux-là ont été bloqués immédiatement. D'autres m'ont demandé ma version. J'ai été simple, elle m'a trompé. Elle a menti. Je suis parti. Puis un après-midi, Bruno m'a appelé de nulle part. Il m'a dit, écoute, mec, je ne savais même pas que vous étiez vraiment fiancés. Miley m'a dit que vous étiez en pause d'un commun accord et que vous aviez des problèmes depuis des mois. Elle m'a même dit qu'elle comptait te quitter de toute façon. Donc elle lui avait menti aussi. Il a continué, j'ai compris ce qui se passait quand elle a essayé de venir vivre chez moi. J'ai refusé, et elle a pété les plombs. Elle a commencé à débarquer chez moi sans prévenir et à m'appeler tout le temps. Elle est même venue à 2 heures du matin hier pour exiger qu'on parle. Je l'ai bloqué. Il m'a aussi dit quelque chose qui m'a vraiment énervé. Miley lui avait raconté que j'étais contrôlant avec l'argent, que je la dominais financièrement, que je l'avais manipulée pour qu'elle paie moins pour la maison afin d'avoir un levier sur elle. Complètement faux. Mais ça m'a montré exactement comment elle racontait l'histoire. Elle se faisait passer pour la victime. Je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer des captures d'écran de leur conversation, surtout les parties où elle mentait sur notre relation. Il a accepté et me les a envoyées dans l'heure. J'ai tout sauvegardé. Je ne savais pas si j'en aurais besoin, mais je voulais garder une preuve de ces mensonges. À peu près à ce moment-là, le remboursement de la maison est arrivé sur mon compte. Les $52 000 en entier. J'ai regardé ce montant avec un mélange étrange de soulagement et de colère. Les meilleurs $52 000 que je n'ai jamais dépensés. J'ai commencé à chercher des appartements. Plus petits. Quelque chose que je pouvais me permettre seul. Quelque chose qui m'appartiendrait entièrement. Les amis de Miley continuaient de me contacter. Toujours le même discours, tout le monde fait des erreurs. Elle mérite une seconde chance. Vous étiez tellement bien ensemble. Ne jette pas tout pour une simple erreur. J'en ai bloqué la plupart. Ceux qui savaient et n'avaient rien dit pouvaient disparaître définitivement. Ashley, elle, continuait de m'écrire. Elle me tenait au courant de la descente de Miley. Apparemment, elle appelait Ashley tous les soirs en pleurant, la suppliant de me convaincre de revenir. Ashley lui disait que c'était fini. Qu'elle devait assumer ses actes. Les parents mettaient aussi la pression. Ils lui disaient qu'elle avait détruit sa vie, qu'elle avait humilié la famille. Miley ne le supportait pas. Sa mère, Eileen, me blâmait quand même, évidemment. Elle disait à Miley que je ne l'avais jamais vraiment aimée, que j'étais cruel et rancunier, et qu'elle serait mieux sans moi. L'ironie était presque drôle. Puis,
Exactement 4 semaines après notre discussion au parc, mon téléphone a vibré. Un message de Miley, d'accord. Je t'ai laissé assez de temps pour te calmer. Je suis prête à travailler sur nous maintenant. Quand est-ce que je peux venir récupérer ma clé? J'ai relu ce message 5 fois, essayant de comprendre l'audace. Je t'ai laissé le temps de te calmer? Comme si elle me rendait service en me laissant digérer sa tromperie. Comme si elle m'avait mis en pause et que maintenant, tout pouvait redevenir normal. J'ai commencé à taper ma réponse. Je voulais que ça fasse mal. Tu n'as plus de clé. Je vois déjà quelqu'un d'autre. Bonne chance pour la suite. La dernière partie n'était pas vraie. Je n'avais même pas encore pensé à sortir avec quelqu'un. Mais je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti en voyant cette photo à la brasserie. Je voulais qu'elle sache ce que ça fait quand quelqu'un que tu pensais connaître devient un étranger du jour au lendemain. Mon téléphone a sonné moins de 10 secondes après. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé immédiatement. Refusé. Encore. Et encore. 23 appels en 2 heures. De plus en plus rapprochés. J'ai bloqué son numéro. Quelques minutes plus tard, des messages ont commencé à arriver depuis des numéros inconnus. De longs paragraphes disant que j'étais cruel. Qu'elle avait fait une erreur mais que je la faisais souffrir volontairement maintenant. Comment osais-je passer à autre chose si vite? Que je lui devais une conversation. J'ai bloqué chaque numéro. Puis son téléphone professionnel. Elle était en train de complètement perdre pied. Ensuite, elle a appelé depuis le téléphone d'Ashley. Puis depuis d'autres numéros que je ne reconnaissais même pas. Elle appelait depuis tous les téléphones possibles. Je les ai tous bloqués. Vers 21 h, quelqu'un s'est mis à frapper violemment à la porte de mon appartement. Des coups agressifs, remplis de colère. J'ai regardé par le Judas. Miley, maquillage coulant, cheveux en bataille, complètement hors d'elle. Elle a commencé à hurler à travers la porte, « Carrie, je sais que tu es là. Ouvre cette fichue porte. » Puis encore. « Tu crois que tu peux me remplacer ?» Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, à boire un coca, à écouter. Après environ 8 minutes, elle est partie. Mais pas avant de donner un coup dans ma porte assez fort pour laisser une marque. C'est là que j'ai décidé de mettre fin à tout ça avant que ça n'empire. Le lendemain matin, j'ai demandé une ordonnance restrictive. J'ai documenté les appels, les messages, sa venue chez moi. Le juge a accordé une ordonnance temporaire. Elle devait être notifiée quelques jours plus tard. J'ai aussi changé de numéro de téléphone. Je ne l'ai donné qu'aux personnes importantes. Ensuite, j'ai vendu la bague de fiançailles. Je suis allé voir 4 bijoutiers avant d'en trouver un qui me proposait un prix correct. J'ai obtenu environ 5100 $ pour une bague que j'avais payée 8500 $. Pas idéal, mais mieux que de la garder. Le premier bijoutier m'avait proposé 3200 $. Le deuxième 4100 $, mais en don d'achat. Le troisième a regardé la bague, puis moi, et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté brièvement. Il a hoché la tête et m'a dit qu'il me donnerait un prix juste, parce qu'il avait vécu la même chose dans sa jeunesse. Il m'a fait un chèque de 5100 $ sur le champ et m'a dit d'investir en moi plutôt que dans une relation pour un moment. J'ai apprécié ce vieil homme. Miley l'a appris d'une manière ou d'une autre et m'a envoyé un message via Ashley, oui, je lui avais donné mon nouveau numéro. Elle exigeait que je lui rende la bague. Elle disait que c'était un héritage familial, que sa grand-mère serait dévastée. Sauf que je l'avais achetée moi-même, neuve, avec mon argent. Sa grand-mère ne l'avait même jamais vue. J'ai dit à Ashley de lui répondre clairement, non. La bague était à moi. Je l'avais payée. Elle ne pouvait pas tromper et ensuite réclamer les cadeaux. Ashley m'a dit que Miley perdait complètement le contrôle. Elle avait été licenciée à cause de ses absences et de son attitude. Elle vivait maintenant chez ses parents, dans sa chambre d'enfance, à 29 ans. Elle avait épuisé ses économies en essayant de louer un appartement, mais ne pouvait rien se permettre. Sa propre mère lui faisait payer 600 $ de loyer. Voilà à quel point les choses avaient dégénéré. Et Bruno? Il l'avait complètement ignoré après qu'elle ait commencé à débarquer chez lui sans prévenir. Miley avait même créé de faux comptes pour le contacter, sans réponse. La plupart de ses amis l'avaient aussi laissé tomber après avoir appris la vérité. Mentir à tout le monde a des conséquences. Il ne lui restait que Rachel et 2 autres amis, et même eux en avaient marre qu'elle joue la victime. Eileen continuait quand même à m'appeler. Elle a laissé un message vocal disant que j'avais détruit la vie de sa fille. Que le karma me rattraperait. Je l'ai gardé au cas où j'en aurais besoin pour l'ordonnance restrictive. 3 mois après que tout se soit effondré, j'ai finalisé l'achat de mon appartement. 2 chambres, une salle de bain, dans une résidence calme près du travail.
Petit, mais propre. Et entièrement à moi. Ces 52 000 $ sont devenus mon apport. Mon prêt immobilier mensuel était même inférieur de 280 $ à mon ancien loyer. C'était une vraie victoire. J'ai commencé à meubler l'appartement. Nouveaux meubles, nouvelle télévision, tout neuf. J'en ai fait mon espace, pas notre espace. Je me suis inscrit à une salle de sport. J'y allais 5 jours par semaine. J'ai perdu 10 kilos en 3 mois, simplement en mangeant mieux et en m'entraînant régulièrement. Ashley continuait de prendre de mes nouvelles. On allait parfois boire un café, et elle me racontait la situation de Miley. Apparemment, Miley avait dépensé tout ce qui lui restait, perdu son travail, et n'arrivait pas à en retrouver. Elle était coincée chez ses parents, avec sa mère qui la rendait folle. Ses derniers amis avaient fini par l'abandonner aussi. Elle leur empruntait constamment de l'argent sans jamais rembourser. Ils en avaient assez d'être son distributeur automatique. Sa vie était devenue un accident au ralenti. Et moi, j'avais une place au premier rang pour regarder. Une petite partie de moi se sentait mal. Une toute petite. La plus grande partie de moi se sentait satisfait de voir les conséquences naturelles. L'ordonnance restrictive est devenue permanente. Le juge a examiné les preuves, écouté mon témoignage, et l'a accordé pour 2 ans. Elle n'avait pas le droit de s'approcher à moins de 150 mètres de chez moi ou de mon travail. Hélène a essayé de déposer une plainte en retour en disant que je les harcelais. Le juge l'a rejeté immédiatement lorsque mon avocat a présenté les preuves, ses appels hystériques, ses messages vocaux agressifs et ses faux avis en ligne. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un après environ 4 mois. Juste reprendre contact avec les gens, discuter, me rappeler ce que ça faisait d'avoir des conversations sans manipulation ni mensonge. J'ai rencontré une femme nommée Heather à la salle de sport. Elle était directe, drôle et avait sa vie en ordre. On est sortis quelques fois. Sans pression. Ça faisait du bien de ne pas tout suranalyser. La vie a retrouvé un rythme. Travail. Salle de sport. Maison. Et on recommence. Certains week-ends, je mangeais avec Matt. D'autres, je voyais Heather. Et la plupart du temps, je profitais simplement d'être seul chez moi, sans aucun drame. Puis, ça s'est produit. Bon, rire de ça maintenant me fait peut-être passer pour une mauvaise personne. Tant pis. Un matin de fin août, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et mon estomac s'est noué. Miley. Elle avait l'air complètement détruite. Cheveux ternes, visage gonflé, en jogging et t-shirt trop grand. Elle avait perdu du poids, mais pas sainement. Des cernes sous les yeux. Moi, j'étais en train de manger des céréales, debout en short et t-shirt, avec un bol de Frosted Flakes. J'ai ouvert la porte en mâchant. Elle s'est immédiatement mise à pleurer. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît, attends. J'ai levé un doigt, fini de mâcher et avaler. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Son visage est passé de triste à confus. Qu'est-ce qu'il y a? Sérieusement? Ça fait des mois que j'essaie de te joindre. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai tout perdu. Mon travail, mes amis. Bruno ne veut même plus me regarder. Je vis chez mes parents. Ma mère me fait payer un loyer. Je pense à toi tous les jours. Ouais, dur. J'ai repris une cuillère de céréales. Elle me regardait comme si j'avais 2 têtes. C'est tout ce que tu as à dire? Ben, oui. On dirait que ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Ça arrive. Je suis venu m'excuser, te dire que j'avais tort, voir si on pouvait peut-être, je ne sais pas, réessayer. J'ai secoué la tête lentement. Non. Ça va. Ça va? Sa voix montait. Je te parle avec mon cœur, et toi tu es là à manger des céréales comme si j'étais le technicien câble? Pour être honnête, le technicien câble appelle avant. Son visage est devenu rouge. C'est incroyable. Après tout ce qu'on a vécu, tu es juste passé à autre chose? Si vite? À peu près, oui. C'est qui? Ses yeux devenaient fous. Elle est là? Elle est à l'intérieur. Ça n'a pas d'importance. Le fait est que tu es venu chercher quelque chose que je n'ai plus. Alors tu devrais partir avant que ça devienne bizarre. Sérieusement? Elle criait maintenant. J'ai détruit toute ma vie pour toi, et tu me traites comme une inconnue qui demande son chemin. Tu as détruit ta vie en trompant. Moi, j'étais juste un dommage collatéral. Grosse différence. Elle a explosé. Elle criait que j'étais sans cœur. Que je ne l'avais jamais vraiment aimée. Que je la punissais pour une seule erreur. Qu'elle méritait mieux. Tout le discours habituel. Moi,
Je restais là à manger mes céréales, attendant qu'elle se calme. Puis elle a complètement craqué. Et là, tout est allé très vite. Elle s'est jetée vers moi pour entrer dans l'appartement. J'ai reculé, elle a trébuché en franchissant la porte. Elle s'est retournée, le visage déformé par la colère, et a tenté de me frapper. J'ai esquivé. Elle a complètement raté, emportée par son élan. Son pied s'est accroché au seuil surélevé. La chute s'est déroulée au ralenti. Ses bras s'agitaient, son visage passant de la colère à la surprise. Puis elle est tombée violemment. Son genou a frappé le sol en premier, avec un craquement audible sur le carrelage. Puis ses mains. Puis son visage. Elle a crié, s'est roulée sur le côté en tenant son genou. Du sang coulait de son nez. Du lait de céréales s'était renversé sur son jogging depuis mon bol que j'avais à peine réussi à sauver. Oh, mince. J'ai posé mon bol sur le comptoir. Ça va? Mon genou, oh mon Dieu, mon genou. Ouais, ça a l'air sérieux. Tu veux que j'appelle une ambulance ou, c'est de ta faute, criait-elle encore. Tu m'as fait tomber. Techniquement, tu es tombée toute seule. Moi, j'étais juste là. Mon voisin d'en face a ouvert sa porte. Bon sang, tout va bien? Oui. Elle est tombée. Je pense qu'elle a besoin d'une ambulance. Elle pleurait maintenant. Son genou gonflait rapidement. Je te déteste. Je te déteste tellement. Regarde ce que tu m'as fait. Donc, ambulance ou Uber? Parce que tu ne peux pas rester ici. Ordonnance restrictive oblige. Elle a essayé de se lever, impossible de mettre du poids sur sa jambe. Elle a crié et est retombée. Mon voisin a dit, je vais appeler les secours. Puis il est rentré. J'ai pris des essuie-tout et les ai lancés vers elle. Pour ton nez. Elle m'a lancé un regard noir depuis le sol. Les secours sont arrivés 12 minutes plus tard. J'ai dû l'aider à monter sur le brancard. Elle continuait de crier que je l'avais poussée. Les ambulanciers m'ont demandé si c'était vrai. Je leur ai montré les images de ma caméra de sonnette sur mon téléphone. Tout était clair, elle se jetait sur moi, essayait de me frapper, puis trébuchait toute seule. Ils ont hoché la tête. L'un d'eux a presque ri, mais l'autre lui a donné un coup de coude. Puis ils l'ont emmené. Après leur départ, j'ai nettoyé les traces de sang avec de l'eau de Javel et j'ai fini mon bol de céréales. J'ai appelé le numéro non urgent pour signaler la violation de l'ordonnance restrictive et la tentative d'agression. Avec la vidéo, c'était assez évident. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai respiré. Je me sentais en paix. Mon téléphone a vibré. Un message de Heather, elle me demandait si je voulais aller dîner ce soir-là. J'ai souri et j'ai dit oui. 3 jours plus tard, Ashley m'a écrit pour me dire que Miley avait une audience au tribunal pour violation de l'ordonnance restrictive. Le juge lui a infligé une amende et a prolongé l'ordonnance d'1 an. Apparemment, Miley a essayé de dire que je l'avais poussée, mais la vidéo a détruit cette version immédiatement. Son genou a nécessité une opération. Ménisque déchiré. Elle devait marcher avec des béquilles pendant des mois. Eileen a perdu le contrôle au tribunal. Elle s'est mise à crier que sa fille était la vraie victime. Le juge l'a menacée d'outrage au tribunal, et elle s'est finalement tue. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux. Maintenant, je me dis juste, bon sang, j'ai évité une bombe nucléaire. Je me suis sauvé d'un désastre à vie. Elle peut garder sa chambre d'enfance. Moi, je garde mon appartement et ma tranquillité d'esprit. Un échange équitable, si tu veux mon avis. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Regardez, Miley n'a pas juste trompé. Elle a monté toute une opération. Le faux burn-out, l'histoire triste sur le stress du mariage, l'excuse du « mon téléphone bug », ce n'était pas une femme qui a eu un moment de faiblesse. C'était une femme qui avait déjà pris sa décision et qui avait simplement besoin de temps pour l'exécuter proprement. Et Kai, à son crédit, lui a accordé le bénéfice du doute que toute personne décente donnerait à quelqu'un qu'elle aime. Ce n'est pas de la stupidité. C'est de la confiance. Et elle s'en est servie contre lui. Ce qui me marque le plus, c'est l'appel de Bruno. Parce que même Bruno a été manipulé. Miley lui a dit qu'ils étaient en pause d'un commun accord, qu'elle comptait déjà quitter Kai de toute façon. Elle menait 2 manipulations en parallèle et s'attendait à ce que tout se termine bien pour elle. Ce niveau d'illusion est franchement impressionnant. Maintenant, voici là où se trouve, selon moi, la vraie leçon. Kai ne s'est pas seulement protégé financièrement, il s'est aussi protégé émotionnellement en restant calme. Il n'a pas explosé. Il ne l'a pas confronté publiquement. Il s'est simplement retiré discrètement de toutes les situations qu'elle aurait pu utiliser contre lui. La maison, le compte commun, le bail, les serrures, tout était réglé avant même qu'elle comprenne ce qui se passait.
ce n'est pas être froid. C'est être intelligent quand l'alternative, c'est de se faire détruire. Ashley mérite aussi énormément de crédit, honnêtement. Elle a choisi l'intégrité plutôt que la loyauté envers sa propre sœur, ce qui n'a pas dû être facile. Et au final, la relation avec Ashley semble être la seule chose vraiment positive qui soit sortie de tout ce chaos. Donc retenez bien ça, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le dès la première fois. Kai a cru en la meilleure version de Miley pendant des années. Mais dès qu'elle a révélé sa vraie nature, il a agi en conséquence. Pas de seconde chance. Pas de négociation. Pas de « mais on a été ensemble 5 ans ». Juste de la lucidité. Et cette ordonnance restrictive. La scène des céréales? La caméra à la porte? Franchement, le karma est vraiment passé, et il avait toutes les preuves. Alors les amis, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Et merci d'avoir suivi cet épisode sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.